Bienvenue sur la voie de la lutte. Avant de plonger dans cette histoire, abonnez-vous et restez avec nous jusqu'à la fin. Ici, vous découvrirez des récits uniques, intenses et captivants, introuvables ailleurs. Chaque mot résonne, chaque instant compte. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter dans cette aventure inoubliable. Le juge tente de condamner une femme noire injustement, puis découvre qu'elle est la conseillère juridique en chef du gouverneur. De sombres nuages s'amoncelaient au-dessus du tribunal de Fulton County, présageant l'orage sur le point d'éclater. Une tension électrique flottait dans les couloirs, prête à se déchaîner à tout moment. Ce matin pluvieux, les personnes entrant dans le bâtiment ignoraient encore qu'un affrontement dramatique allait se dérouler dans la salle d'audience 4D, un affrontement qui ébranlerait les fondations mêmes de la justice. Une jeune femme noire, vêtue d'un tailleur gris impeccable, prit place à la table de la défense, son regard posé, calme. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cette accusée apparemment ordinaire était loin de l'être. Elle était sur le point d'exposer les préjugés d'un juge, déclenchant un scandale qui allait faire écho dans tout l'État. Ebony Jacobs rentrait d'une réunion tardive au bâtiment du Capitole, au centre-ville d'Atlanta. En tant que nouvelle conseillère juridique en chef du gouverneur Alexander McKinley, elle travaillait sans relâche sur une réforme de la justice pénale visant à apporter plus de transparence aux tribunaux. C'était son projet de cœur, nourri par des années d'observation des injustices systémiques ravageant les communautés noires. Son sac contenant son ordinateur portable posé sur le siège passager, Ebony roulait en direction de sa maison modeste en banlieue. Absorbée dans ses pensées, elle ne remarqua pas tout de suite la voiture de police qui la suivait. Ce ne fut qu'en voyant les gyrophares s'allumer dans son rétroviseur que son cœur se serra. Elle se rangea sur le bas-côté, tentant de maîtriser l'inquiétude qui montait en elle. Elle n'avait rien fait de mal. Son immatriculation était en règle, son assurance à jour, et elle respectait la limite de vitesse. Pourtant, elle savait d'expérience que suivre toutes les règles ne protégeait pas toujours les conducteurs noirs du harcèlement policier. Un policier corpulent, dont l'insigne indiquait « officier Reinhardt », s'approcha d'un pas lourd, son regard méfiant déjà chargé de suspicion. Ebony baissa la vitre et le salua poliment, lui tendant son permis et son assurance avant même qu'il ne demande quoi que ce soit. Malgré son assurance, elle sentit la tension dans la voix de l'agent. Il la soumit à une rafale de questions. D'où elle venait, où elle allait, qui elle était, pourquoi elle était dehors aussi tard. Ebony répondit avec clarté et fermeté, mais elle remarqua son froncement de sourcils quand elle mentionna qu'elle travaillait pour le gouverneur. Peut-être ne la croyait-il pas. Ou peut-être trouvait-il inacceptable qu'une femme noire occupe une position aussi élevée. L'agent Reinhardt fit durer l'interpellation bien au-delà d'un simple contrôle de routine. Soudain, il prétendit sentir une odeur d'alcool dans son véhicule. Une accusation absurde, puisqu'Ebony n'avait pas bu une seule goutte. Lorsqu'elle refusa calmement la fouille de sa voiture en invoquant son droit au 4e amendement, elle vit le visage du policier se crisper. En quelques secondes, il lui ordonna de sortir de son véhicule sous prétexte qu'elle entravait une enquête. L'indignation monta en elle, mais elle s'obligea à garder son sang-froid. Elle connaissait ses droits. Debout sur le bas-côté de l'autoroute, les bras croisés, elle observa en silence l'agent Reinhardt fouiller ses affaires, renversant ses dossiers et ses notes sur le siège passager. Elle ne voulait pas encore jouer la carte du « je travaille pour le gouverneur ». Elle croyait en l'équité de la loi. Elle croyait que si elle restait raisonnable, la vérité finirait par triompher. Mais l'agent ne trouvant rien d'incriminant, son agacement grandit. Lorsqu'Ebony lui demanda si elle pouvait partir, son visage rougit de colère et il marmonna quelque chose sur l'entrave à une enquête officielle. Avant qu'elle ne réalise, il lui passa des menottes froides au poignet et lui récita ses droits d'une voix monotone. Le cœur battant, Ebony sentit une angoisse sourde monter en elle. Non pas pour elle-même, elle savait qu'elle était innocente, mais pour ce que cela allait signifier une fois portée devant un tribunal. Elle avait travaillé si dur pour réformer précisément les injustices qu'elle affrontait à cet instant. Au matin, elle fut transférée dans un poste de police locale, son téléphone confisqué, son droit à un appel retardé. Elle passa la nuit dans une cellule exiguë, aux murs couverts de graffitis, envahie par une odeur de sueur rance. Elle s'efforçait de garder son calme. Elle voulait croire qu'il s'agissait d'un malentendu qui se réglerait rapidement. Mais un pressentiment l'assaillit, tous les juges ne sont pas justes. Et la vérité ne triomphe pas toujours immédiatement dans une salle d'audience. Le juge Hamilton Wright était une figure connue du monde juridique local. Nommé à la Cour supérieure de Fulton County depuis des années,
Il s'était forgé une réputation de magistrat inflexible. Certains le louaient pour sa sévérité, tandis que d'autres murmuraient qu'il appliquait une justice à deux vitesses. Les employés du tribunal racontaient en privé qu'il faisait souvent preuve de préjugés, en particulier à l'encontre des accusés noirs. Officieusement, on l'accusait d'émettre des commentaires racistes en privé, d'imposer des cautions excessives et de rendre des jugements étonnamment biaisés. Iboni avait déjà observé le juge Wright en action, assise dans la galerie. Elle l'avait étudié attentivement, notant comment son ton changeait selon les affaires qu'il présidait. Traiter différemment les accusés blancs et noirs. Mais Iboni ne s'était jamais attendue à se retrouver accusée dans la salle d'audience du juge Wright. Pourtant, elle y était, les vêtements froissés après une nuit sans sommeil dans une cellule, debout derrière un pupitre dans la salle d'audience 4D. Elle n'avait aucun avocat à ses côtés parce qu'elle croyait que les charges seraient immédiatement rejetées. Après tout, elle avait été arrêtée pour avoir résisté à une enquête sans la moindre preuve qu'elle avait commis un crime. Comment une accusation sans fondement pouvait-elle même passer l'étape de la mise en accusation? Au moment où son nom fut appelé, le regard perçant et froid du juge Wright balaya la salle avant de se poser sur elle. Il jeta un coup d'œil à son dossier, arquant un sourcil. « Mademoiselle Iboni Jacobs, vous êtes accusée d'avoir entravé un agent de police dans l'exercice de ses fonctions, lut-il d'une voix grave qui résonna dans la salle silencieuse. Avez-vous un avocat? Iboni s'éclaircit la gorge. Votre honneur, j'ai été arrêté de manière injuste. Avez-vous un avocat? L'interrompit-il, sa voix se durcissant. Elle secoua la tête. Je n'ai pas eu l'occasion de contacter un avocat, votre honneur, j'étais en train de. Dans ce cas, je vous conseille d'en trouver un. Le juge Wright tapota du doigt le dossier devant lui. Ce tribunal ne voit pas d'un bon œil l'autoreprésentation dans les affaires pénales. Votre demande de report est notée. Cependant, ce tribunal a le pouvoir de fixer une caution en fonction de la gravité des charges. L'agent Reinhardt affirme que vous avez refusé d'obéir à des ordres légitimes et que vous avez agi de manière agressive. Cela indique que vous pourriez représenter un risque pour la communauté. L'estomac d'Iboni se noua. Un risque pour la communauté? Tout ça à cause d'un simple contrôle routier que l'agent avait prolongé sans raison valable. Elle inspira profondément, déterminée à garder son calme. Votre honneur, il n'y a aucune preuve que je représente une quelconque menace. J'ai un emploi stable, aucun casier judiciaire. Néanmoins, vous êtes accusé d'avoir résisté à une enquête légitime, trancha le juge Wright, la coupant à nouveau. La caution est fixée à 10 000 $. Affaire suivante. Une vague d'incrédulité submergea Iboni. 10 000 $ pour une première infraction, sans preuve de violence? Elle savait que, dans des cas similaires, la caution était bien plus basse, si tant est qu'il y ait une caution du tout. Une boule se forma dans sa gorge, mais elle se redressa, refusant de se laisser intimider. Elle devrait payer cette somme, mais elle en avait les moyens. Elle ne moisirait pas en cellule pendant que ce système biaisé tenterait de la briser. Le juge Wright frappa son marteau et Iboni fut escorté hors de la salle par un agent de sécurité. Dans le couloir, le personnel du tribunal échangeait des regards curieux. Iboni Jacobs, l'avocate de confiance du gouverneur, derrière les barreaux? Personne ne l'avait encore reconnue. Mais elle avait un mauvais pressentiment. Le juge Wright ferait tout pour empêcher son affaire d'être rendue publique et pour retarder sa réhabilitation. Elle avait besoin d'alliés, et vite. Après avoir payé sa caution, Iboni contacta immédiatement deux personnes clés, Amanda Persing, une avocate réputée spécialisée dans les droits civiques, et Samuel Lee, chef adjoint du cabinet du gouverneur. Ils se retrouvèrent dans un café discret, à quelques rues du bâtiment fédéral Martin Luther King Jr. Choisissant une table isolée où ils pourraient discuter en toute confidentialité. Amanda, une femme mince d'une quarantaine d'années, portait ses cheveux bouclés tirés en un chignon strict. Elle avait consacré sa carrière à combattre les discriminations systémiques et avait gagné un procès historique contre le profilage racial lors des contrôles routiers. Tandis qu'Iboni racontait les détails de son arrestation, Amanda serra les poings, la mâchoire crispée. « C'est un abus flagrant », siffla-t-elle. « Ils n'avaient aucun motif valable pour vous fouiller, encore moins pour vous arrêter. Ils essaient clairement de vous intimider. » Samuel, qui connaissait Iboni depuis la fac de droit, écoutait en silence, le visage grave. Il portait un costume bleu marine impeccable, l'uniforme habituel des hauts fonctionnaires du gouverneur. « Tu réalises que le gouverneur McKinley va exploser en apprenant ça, dit-il enfin.
Il est en déplacement pour une conférence en ce moment, mais dès son retour, il voudra agir immédiatement. Iboni hocha la tête et expira longuement. Je suis reconnaissante pour ce soutien. Mais avant d'alerter le gouverneur, je veux procéder méthodiquement. Nous devons rassembler des preuves solides, de l'interpellation abusive à la caution démesurée. Je suis certaine qu'il y a un schéma. Amanda tapota son stylo contre un carnet. Je vais déposer une requête en annulation, mais je doute que le juge Wright l'accepte. Il faudra peut-être saisir la commission de déontologie judiciaire si nous pouvons prouver un biais systématique. Elle marqua une pause avant d'ajouter. Mais Iboni, es-tu prête à ce que ça devienne très moche? Ils vont creuser dans ta vie privée, fouiller ton passé, tout faire pour te salir. Un instant d'incertitude passa sur le visage d'Iboni. Elle avait travaillé si dur pour bâtir une réputation irréprochable. Elle était fière de ses accomplissements, de son rôle dans la réforme du système judiciaire du gouverneur. Puis, relevant le menton, elle déclara fermement. « Oui, je suis prête. Ce combat est plus grand que moi. Si on recule, cela enverra le message que des gens comme le juge Wright peuvent continuer à tordre le système à leur guise. » Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone d'Iboni. L'identifiant de l'appelant était restreint, souvent le signe d'une ligne gouvernementale au placé. Son cœur accéléra tandis qu'elle décrochait. C'était l'un des conseillers principaux du gouverneur. L'information de son arrestation était déjà parvenue aux plus hautes sphères du gouvernement. Iboni prit une profonde inspiration en écoutant. Elle savait déjà quelle serait la question suivante. Après un bref silence, elle répondit d'une voix calme et assurée. « Ne vous inquiétez pas, je vais gérer. Le côté légal des choses, oui, je vais les tenir informés. » Elle raccrocha et regarda Amanda et Samuel. « Très bien, c'est officiel. L'équipe du gouverneur est au courant. Ils s'attendent à ce que je les tienne informés, mais pour l'instant, tout continue comme d'habitude, du moins en public. » Amanda jeta un coup d'œil à sa montre. « Je devrais aller au tribunal déposer ces requêtes. Iboni, si tu peux sécuriser les enregistrements des caméras de bord ou des caméras corporelles de la nuit de ton arrestation, le témoignage de l'officier Reinhardt s'effondrera s'il y a une preuve vidéo contredisant son récit de ton comportement agressif. » Samuel se redressa en ajustant sa cravate. « Je vais m'occuper de l'angle politique. On va voir s'il existe des moyens détournés pour accélérer l'obtention de ces enregistrements. » Iboni hocha la tête, essayant de masquer le nœud d'angoisse dans son estomac. Elle était profondément reconnaissante d'avoir des alliés qui croyaient en elle, mais elle était aussi consciente des forces qui se dressaient contre elle. Un juge sévère aux pratiques douteuses, un policier cherchant peut-être à couvrir ses traces, et un système qui traitait souvent les accusés noirs comme coupables jusqu'à preuve du contraire. Pourtant, la détermination d'Iboni était une lame d'acier encore intacte. Elle allait se battre, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les personnes broyées par l'injustice. 2 jours plus tard, Iboni posa le pied sur le sol en marbre poli du bureau du gouverneur. Le bâtiment du Capitole était en pleine effervescence habituelle. Des secrétaires se précipitaient avec des piles de documents, des stagiaires couraient livrer des mémos, et les membres du personnel chuchotaient à propos de la prochaine conférence de presse du gouverneur sur la réforme de la santé. La plupart des employés lui adressaient un hochement de tête poli à son passage, bien qu'elle ait remarqué quelques regards en biais, comme si les rumeurs sur son arrestation circulaient déjà. Le gouverneur Alexander McKinley, un homme grand et large d'épaules d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel, l'accueillit avec une poignée de main ferme et l'invita dans une salle privée ornée de portraits des anciens gouverneurs. Il ferma la porte, son expression grave. « J'ai entendu parler de ta situation, » dit-il doucement en lui désignant un fauteuil en cuir. « Dire que je suis choqué est un euphémisme. Je t'ai toujours connu comme une personne dévouée, rigoureuse, totalement engagée pour la justice. Cette histoire sent mauvais. » Iboni hocha la tête, les épaules tendues. Elle lui expliqua les détails de son arrestation, les accusations infondées, la caution exorbitante et l'attitude du juge Wright. Le gouverneur l'écouta attentivement, se frottant le menton. « J'ai déjà eu des inquiétudes au sujet du juge Wright, » admit-il, mais il a toujours été assez rusé pour éviter les plaintes officielles. Personne n'a encore réussi à l'épingler avec des preuves concrètes. Jusqu'à maintenant, répliqua Iboni d'un ton résolu. Nous rassemblons tout ce que nous pouvons, enregistrement de caméras corporelles, vidéo des caméras de bord. Il doit y avoir quelque chose qui prouve que le témoignage de l'officier Reinhardt est faux. Et une fois que ce sera démontré,
nous pourrons exposer la manière dont le juge Wright a fixé une caution aussi déraisonnable. Cela pourrait révéler un schéma de condamnation disproportionné. Le gouverneur McKinley se pencha en avant. Tu comprends que si nous attaquons un juge en exercice, cela deviendra un véritable spectacle médiatique. La presse sautera sur chaque détail, qu'il soit vrai ou non. Je suis derrière toi à 100%, Ebony, mais je veux être certain que tu es prête à affronter la tempête que cela va déclencher. Ebony expira lentement. J'y ai réfléchi, et oui, je suis prête. Ce n'est pas seulement une question de moi, c'est une question de justice pour toutes les personnes qui ont été écrasées par un processus corrompu. Si je peux utiliser ma position pour garantir la justice, alors je dois le faire. Le gouverneur lui adressa un sourire chaleureux. J'ai toujours su que tu étais exceptionnel, Ebony. Tu es la raison pour laquelle j'ai foi en nos projets de réforme. Le fait que tu te retrouves dans cette situation est une ironie cruelle, mais peut-être est-ce le catalyseur dont nous avons besoin. Il se leva, signalant la fin de leur entretien. Tiens-moi au courant. Je ferai tout mon possible en coulisses pour accélérer la coopération des forces de l'ordre. Mais je compte sur toi pour mener ce combat. Parle à la presse si nécessaire, mais sois prudente. Le juge Wright est rusé et il retournera tout ce que tu diras contre toi. Agis avec prudence, mais ne laisse pas la peur te freiner. En quittant le bureau, Ebony ressentit une bouffée de détermination. Le gouverneur croyait en sa cause, et il n'allait pas laisser la corruption judiciaire se poursuivre sans opposition. Elle serra plus fort son sac contenant son ordinateur portable, pensant au projet de loi qu'elle n'avait pas encore terminé. Une question lui brûlait l'esprit. Combien d'autres personnes le juge Wright avait-il écrasé avec son pouvoir incontrôlé? Un rebondissement inattendu. Amanda Persing appela Ebony avec une urgence palpable dans la voix. « Rejoins-moi à mon bureau dès que possible. » Ebony obéit, affrontant la circulation du centre-ville jusqu'à l'immeuble où se trouvait le cabinet d'avocat d'Amanda. Elle prit l'ascenseur jusqu'au 15 étage et franchit la porte vitrée portant l'inscription Persing et associés. Amanda l'accueillit dans la salle de conférence, l'air grave. Elle étala plusieurs documents sur une table en acajou foncé. « Tu ne vas pas en croire tes oreilles, » dit-elle en tapotant une pile de papier. « J'ai demandé les enregistrements des caméras de bord et des caméras corporelles. Le département de police a répondu que toutes les vidéos pertinentes avaient été perdues à cause de problèmes techniques. » Ebony serra la mâchoire. Comme par hasard, lâcha-t-elle avec sarcasme. « C'est donc leur version des faits? Il y a pire, » continua Amanda en feuilletant un autre document. « J'ai aussi demandé les dossiers disciplinaires de l'officier Reinhardt. Il a fait l'objet de plusieurs plaintes pour usage excessif de la force et profilage racial, mais aucune n'a débouché sur des sanctions formelles. Par manque de preuves, ou à cause de vidéos disparues. C'est un schéma récurrent. » Ebony s'affala dans une chaise, submergée par la colère et la frustration. Alors ils enterrent encore tout. Les yeux d'Amanda brillaient d'indignation. « Pas si on peut l'empêcher. J'ai déjà déposé une requête pour que le tribunal exige que la police produise toutes les copies de sauvegarde ou les archives des serveurs. Parfois, les services informatiques conservent ces fichiers à plusieurs endroits. S'ils mentent sur leur disparition, nous pourrions demander des sanctions contre eux. » Ebony passa une main tremblante sur ses tempes. « Et la date d'audience? A-t-on des nouvelles du bureau du juge Wright? » Amanda hocha la tête, l'air sombre. « Oui, l'audience préliminaire est fixée pour la semaine prochaine. Ils vont vite, trop vite. Comme si le juge Wright voulait boucler l'affaire avant qu'on ne réunisse les preuves pouvant innocenter. » Un silence pesant s'installa. Soudain, le téléphone du bureau sonna. Amanda décrocha brièvement, puis se tourna vers Ebony avec un regard étrange. « C'était un de mes associés. Tu ne vas pas le croire. Il y a un témoin. Une femme qui a filmé une partie de ton arrestation avec son téléphone portable. » Ebony écarquilla les yeux, rempli d'espoir. « C'est énorme. Si nous pouvons vérifier cette vidéo. » Amanda esquissa un sourire triomphant. « Nous pourrions bien faire éclater cette affaire au grand jour. Je vais immédiatement organiser une rencontre avec le témoin. Ce pourrait être la faille dans leur armure que nous attendions. » Ebony se leva, ressentant un regain d'énergie. « En attendant, je vais contacter le bureau du gouverneur pour l'informer que nous pourrions avoir de nouvelles preuves. Il pourrait aider à accélérer la vérification de leur authenticité. »
C'est le moment, Amanda. Nous ne reculerons pas. Le jour de l'audience préliminaire arriva plus vite qu'Iboni ne l'avait prévu. La salle d'audience 4D était chargée de tension. Un groupe de journalistes traînait dans le couloir, chuchotant au sujet d'Iboni et de son poste au bureau du gouverneur. Apparemment, l'affaire avait fuité dans la presse, présentée comme une question d'abus de pouvoir policier et de partialité judiciaire. L'avocate d'Iboni, Amanda, se tenait à ses côtés à la table de la défense. De l'autre côté de l'allée, l'officier Reinhardt était assis raide sur le banc des témoins, vêtu d'un uniforme sombre orné de médailles. Le juge Wright fit son entrée, sa robe flottant autour de lui comme un manteau d'autorité. Tout le monde se leva. « Asseyez-vous » ordonna le juge d'une voix qui résonna dans la salle imposante. Son regard glacial se posa sur Iboni avant qu'il ne s'adresse à l'ensemble de l'audience. « Nous sommes ici pour une audience préliminaire visant à déterminer s'il existe des preuves suffisantes pour poursuivre les accusations d'entrave à une enquête policière et d'obstruction à la justice. Maître, veuillez annoncer votre présence. » Amanda se présenta en premier, suivie par l'assistante du procureur, une jeune femme nommée Karen Ulam. Le juge invita l'accusation à exposer ses preuves. Ulam appela l'officier Reinhardt à la barre. Sous serment, il récita un récit soigneusement construit. Iboni conduisait de manière imprudente, refusait d'obtempérer à ses demandes de papier et s'était montrée agressive lorsqu'il lui avait ordonné de sortir du véhicule. Il prétendit avoir senti une odeur d'alcool et affirma qu'Iboni l'avait insulté et avait résisté à son arrestation. Amanda écoutait attentivement, ses yeux se plissant légèrement. C'était la version qu'Iboni avait toujours niée. L'air était chargé de mensonges. Avec méthode, Amanda contre-interrogea l'officier, mettant à l'épreuve sa version des faits. Officier Reinhardt, pouvez-vous expliquer pourquoi il n'existe aucune vidéo de cette intervention, ni via la caméra de bord, ni via votre caméra corporelle? Son ton était posé mais tranchant. La mâchoire de l'officier se contracta. Un problème technique. Tous les fichiers ont été corrompus. Amanda laissa le silence s'installer un instant, puis sortit un dossier de documents. N'est-il pas vrai que vous avez déjà fait l'objet de plusieurs plaintes pour disparition de preuves vidéo dans d'autres interpellations, notamment impliquant des automobilistes noirs? Le juge Wright fronça les sourcils. Maître Persing, nous ne sommes pas ici pour examiner l'ensemble de la carrière de l'officier Reinhardt. Veuillez rester pertinente. Amanda ne se laissa pas démonter. Votre honneur, j'établis un schéma récurrent. Des pertes répétées de vidéos dans des circonstances suspectes mettent directement en cause la crédibilité du témoignage de l'officier. Ulam protesta, et le juge Wright lui donna raison, empêchant Amanda d'approfondir cette ligne d'argumentation. Vint le tour d'Iboni de témoigner. Elle raconta les faits de son point de vue, son obéissance immédiate, l'accusation infondée selon laquelle elle sentait l'alcool, la fouille interminable, et enfin, son arrestation injustifiée. Elle s'adressa au tribunal avec la précision mesurée d'une avocate chevronnée, mais la tension dans sa voix trahissait la blessure de l'injustice. Le juge Wright se pencha en avant, joignant ses doigts. « Mademoiselle Jacobs, il semble que ce soit votre parole contre celle de l'officier Reinhardt, en l'absence d'image officielle. » Avant qu'Iboni ne puisse répondre, Amanda s'éclaircit la gorge. « Votre honneur, nous avons un témoin qui a filmé une partie de l'interpellation avec son téléphone. Elle est présente dans la salle et prête à témoigner. » Un silence tomba sur l'audience. L'officier Reinhardt blêmit visiblement. Le visage du juge Wright se durcit. Il fixa Iboni et Amanda. « Cette vidéo a-t-elle été authentifiée ?» demanda-t-il d'un ton sceptique. « Nous sommes en train de la vérifier, » répondit Amanda. « Toutefois, nous pensons qu'elle est suffisamment convaincante pour être prise en considération à ce stade de l'audience. » Le juge consulta l'assistante du procureur, qui sembla prise de court. Après un moment, il déclara « Nous allons permettre aux témoins de s'exprimer. Mais soyons clairs, si cette vidéo ne peut être authentifiée, elle n'aura que peu de valeur devant cette cour. » Le témoin, une femme d'âge moyen nommée Linda Harper, s'avança à la barre. Elle serrait son téléphone nerveusement, mais sa voix était assurée. Elle expliqua qu'elle passait en voiture lorsqu'elle avait remarqué un officier fouillant une voiture sur le bord de la route. Troublée par la tension de la scène, elle avait décidé d'enregistrer une partie de l'interaction. Elle se souvenait d'Iboni, debout calmement, les mains bien visibles, tandis que l'officier devenait de plus en plus agressif. Elle tendit son téléphone à Amanda, qui lança la vidéo. Bien que l'audio fût légèrement étouffé,
on distinguait clairement l'attitude posée d'Iboni et la voix impérieuse de l'officier Reinhardt, qui l'accusait de sentir l'alcool. Plus important encore, la vidéo montrait qu'Iboni demandait des explications à plusieurs reprises sans recevoir de réponse. Le tribunal tout entier absorba chaque seconde de l'enregistrement. Iboni lutta contre un sentiment de soulagement. La vérité commençait à apparaître au grand jour. Mais le visage du juge Wright passa d'impassible à agacé. Il se racla la gorge. Nous faisons une pause de 15 minutes. Je vais examiner cette vidéo en privé. Audience suspendue. Iboni et Amanda échangèrent un regard plein d'espoir, tandis que les épaules de l'officier Reinhardt s'affaissèrent. Elles avaient réussi à semer un doute dans la version de l'accusation. Mais Iboni savait qu'il était trop tôt pour crier victoire. Le juge Wright était réputé pour son entêtement. Elle soupçonnait qu'il ferait tout son possible pour discréditer cette vidéo ou la juger insuffisante. Pendant la pause, Iboni s'assit dans le couloir avec Amanda et Linda Harper. Les journalistes rôdaient non loin, prêts à recueillir des déclarations. Linda avait l'air nerveuse, ses mains tremblaient légèrement. « Je veux juste faire ce qui est juste », dit-elle. « Je ne supporte pas l'idée que l'injustice passe inaperçue. » Amanda posa une main rassurante sur son épaule. « Vous êtes courageuse de témoigner. Cette vidéo pourrait tout changer. » Iboni acquiesça, la gratitude brillant dans son regard. Les 15 minutes s'étirèrent à 30, puis 40. Enfin, un huissier apparut et ordonna à tout le monde de retourner dans la salle d'audience. Dans la salle d'audience, le juge Wright était perché derrière son banc, le visage impassible alors que la foule s'installait. L'agent Reinhardt avait repris son siège, flanqué du procureur adjoint. Se raclant la gorge, le juge prit la parole. « Après avoir examiné les images dans mon bureau, je considère que leur contenu est non concluant. Nous ne voyons qu'un bref instant de l'incident et l'audio n'est pas entièrement clair. Cela ne prouve pas catégoriquement que le témoignage de l'agent est faux. » Iboni avala difficilement. Elle s'y attendait, mais la déception lui serra tout de même le cœur. Amanda se leva pour intervenir. « Votre honneur, ces images montrent clairement que mademoiselle Jacobs était calme et coopérative, contredisant directement le témoignage de l'agent qui l'a décrite comme agressive et belliqueuse. Cela est forcément pertinent. » Le juge Wright leva la main. « Maître, j'ai dit que c'était non concluant, pas que ce n'était pas pertinent. Cependant, pour les besoins de cette audience préliminaire, je considère que l'accusation a rempli son obligation d'établir une cause probable pour aller en procès. » Un murmure de mécontentement parcourut la salle. Iboni serra les poings sous la table, bouillonnant de colère. Le juge poursuivit. « Je fixe le procès pour le mois prochain. En attendant, mademoiselle Jacobs, les conditions de votre liberté sous caution restent en vigueur. Si vous ne respectez pas les obligations imposées par le tribunal, votre caution sera révoquée. » Il abattit son marteau, signant la fin de l'audience. Iboni expira lentement, un tourbillon d'émotions s'entrechoquant en elle, frustration, colère, et un sentiment de trahison par un système auquel elle avait consacré sa vie pour l'améliorer. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, Amanda murmura. « Ne sois pas découragé. Nous avons avancé. Nous allons demander une analyse médico-légale complète de ces images et obtenir un témoignage d'experts sur leur authenticité. » Iboni hocha la tête, forçant un mince sourire. « La bataille ne fait que commencer, mais je suis prête. » Plus tard dans l'après-midi, dans le bureau d'Amanda, Iboni, Amanda et Samuel Lee se réunirent autour d'une grande table de conférence ovale. Un projecteur affichait une série de documents, notamment des déclarations sous serment d'individus affirmant avoir subi un traitement similaire de la part de l'agent Reinhardt, ainsi que des condamnations sévères prononcées par le juge Wright. L'équipe d'Amanda avait passé plusieurs semaines à fouiller dans les archives publiques, les reportages locaux et même les publications sur les réseaux sociaux pour repérer des tendances. Ils avaient découvert de nombreux cas où des accusés, principalement des hommes et des femmes noires, avaient été arrêtés pour des infractions mineures, mais avaient écopé de peines disproportionnées. Dans la plupart de ces affaires, l'agent Reinhardt était l'arrestation et le juge Wright présidait les procès. La synergie entre eux était trop flagrante pour être une simple coïncidence. Feuilletant le dossier compilé, Samuel eut une expression grave. « Mon Dieu! Regardez ça !» James Price, arrêté pour un feu arrière cassé, s'est retrouvé avec une peine de 3 mois de prison pour résistance à l'arrestation. Pendant ce temps, un cas presque identique avec un accusé blanc s'est soldé par une simple amende. Iboni sentit un nœud se former dans son estomac. C'était la pire forme de corruption systémique,
un agent avec un historique de profilage racial qui envoyait des accusés dans un tribunal dirigé par un juge biaisé. Ensemble, ils perpétuaient l'injustice et validaient mutuellement leurs récits, laissant les accusés pratiquement impuissants. Amanda glissa un autre dossier vers eux. Il y a aussi un schéma de vidéo perdu. Plus d'une douzaine d'incidents où l'agent Reinhardt a prétendu que la caméra de bord ou la caméra corporelle était tombée en panne. C'est extrêmement suspect. Et à chaque fois, l'accusé s'est retrouvé devant le juge Wright avec des peines bien plus lourdes que la normale. L'esprit d'Ibony s'emballa. Nous devons convaincre ces victimes de témoigner. Ce dossier ne concerne pas seulement mon cas. Si nous pouvons prouver un schéma récurrent, nous pourrons peut-être impliquer le département de la justice pour une enquête sur une violation des droits civiques. Samuel hocha vigoureusement la tête. Le gouverneur soutiendra sûrement cela, mais il nous faut des preuves irréfutables. Des allégations seules ne suffiront pas à faire tomber un juge en exercice. C'est pour cela que j'ai engagé un détective privé pour retrouver d'éventuelles sauvegardes des caméras de bord, expliqua Amanda. J'ai aussi contacté la chaîne de télévision locale qui a couvert certaines de ces arrestations. Il pourrait avoir des archives non diffusées, des images ou des interviews exploitables. Tout ce que nous pourrons récupérer pour renforcer notre dossier. Ibony se leva, incapable de contenir son agitation. Elle fit les 100 pas dans la salle de conférence, son esprit bouillonnant d'idées. Le juge Wright pense qu'il peut se cacher derrière l'image d'un magistrat dur contre le crime. L'agent Reinhardt se cache derrière son insigne et des excuses techniques. Mais il suffit d'une seule preuve accablante pour faire s'effondrer tout leur système. N'oublions pas, ajouta Amanda avec douceur, qu'ils vont contre-attaquer avec tout ce qu'ils ont, y compris en te salissant. Ils feront passer ça pour une vendetta personnelle ou t'accuseront d'utiliser tes connexions politiques pour échapper à la justice. Es-tu prête pour ça? Ibony inspira profondément. Oui. J'ai peur, mais je ne reculerai pas. C'est pour ça que j'ai rejoint l'équipe du gouverneur, pour dénoncer la corruption et mener des réformes. Si nous réussissons, nous n'aiderons pas seulement moi, mais aussi d'innombrables personnes qui ont souffert sous ce système brisé. Quelques jours plus tard, les craintes d'Ibony se confirmèrent. Une publication à sensation locale publia un article insinuant qu'elle avait des liens criminels. L'article évoquait un ancien ami d'enfance ayant purgé une peine pour possession de drogue, insinuant qu'Ibony était impliquée. Tout était totalement infondé, elle n'avait plus parlé à cette personne depuis des années et aucun élément ne la reliait à quoi que ce soit d'illégal. Mais le mal était fait. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les trolls inondèrent sa boîte de réception de messages haineux, et certains insinuèrent même que son arrestation pour obstruction n'était que la partie émergée d'un iceberg de corruption. Amanda insista pour qu'Ibony publie un communiqué fort pour réfuter les accusations. Samuel coordonna avec l'équipe de communication du gouverneur pour rédiger une déclaration soulignant son engagement pour la justice et dénonçant les attaques sans fondement. Mais le coup le plus dur vint du juge Wright lui-même. Depuis son banc, il lâcha un commentaire désobligeant mettant en doute l'intégrité d'Ibony. Le lendemain, cette phrase se retrouva en première page des journaux locaux. Furieuse, Amanda déposa une motion pour récuser le juge Wright du dossier, arguant qu'il avait montré un biais manifeste. La motion détaillait aussi les schémas de condamnation disproportionnés. En réponse, le juge fit ce qu'aucun d'eux n'aurait imaginé. Il programma une audience pour juger lui-même s'il était partial. Quand Ibony reçut la convocation, Samuel lui remit la lettre en secouant la tête. Il ne fait même pas semblant d'être impartial. Ibony eut un rire amer. Il pense que son autorité est absolue. J'ai hâte de voir comment il va essayer de justifier ça. Le gouverneur McKinley, qui venait de sortir d'une réunion, les rejoignit. Si vous avez besoin d'une déclaration officielle de ma part, vous l'aurez. C'est un conflit d'intérêts flagrant. Touché par ce soutien, Ibony le remercia. Mais elle savait qu'il faudrait bien plus que des mots pour faire tomber le mur de l'injustice. Faire démissionner le juge Wright. Amanda et Ibony avaient mis tous leurs espoirs dans l'enquête du détective privé pour retrouver des enregistrements de caméras embarquées ou de nouveaux témoignages de personnes impactées par ces tactiques malveillantes. Pourtant, Ibony refusait de céder à la peur. À l'approche de l'audience sur la récusation du juge, elle se préparait méticuleusement, armée de chaque donnée, de chaque statistique sur les disparités raciales dans les condamnations et de chaque cas documenté de vidéos disparues en lien avec l'agent Reinhardt. Si le juge Wright voulait une confrontation, Ibony était prête à l'affronter de front. L'audience fut tendue dès le départ.
Le juge Wright était assis derrière son bureau, essayant de conserver une apparence de neutralité, bien que chaque clignement de ses yeux trahisse du ressentiment. Amanda exposa une liste de raisons pour lesquelles le juge devait se récuser. Son historique de décisions douteuses contre les accusés noirs, ses commentaires ouvertement sceptiques à l'égard d'Iboni et sa proximité suspecte avec l'agent Reinhardt. Elle cita des précédents juridiques où des juges avaient été contraints de se récuser pour bien moins que cela. Le juge Wright écouta en silence, le visage impassible, n'intervenant que de temps à autre pour contester les affirmations d'Amanda. À un moment, il se pencha légèrement en avant et plissa les yeux. « Maître Persing, êtes-vous en train de suggérer que je suis biaisé racialement? C'est une accusation grave. » Amanda resta ferme. Votre historique démontre un schéma constant d'imposition de peines plus sévères aux accusés de couleur. L'arrestation de Mademoiselle Jacobs illustre une chaîne d'événements suspects où les preuves de l'agent ayant procédé à l'arrestation ont mystérieusement disparu. Votre honneur a immédiatement fixé une caution élevée et a continué à faire des commentaires préjudiciables. Je n'ai pas besoin de suggérer quoi que ce soit. Les faits parlent d'eux-mêmes. Le juge jeta un regard vers le procureur adjoint, qui, sentant sans doute la délicatesse de la situation, garda une expression prudente. Holcomb se contenta d'une déclaration neutre, soulignant que l'État ne voyait aucune preuve explicite de partialité raciale, mais qu'il respecterait la décision du tribunal. C'était un mouvement stratégique. Si la récusation était accordée, le procureur adjoint resterait neutre. Si elle était refusée, il pourrait poursuivre les poursuites sous la présidence du même juge.